Bienvenue sur le podcast de Dixit.net, agence de conseil et de recherche sur les transitions urbaines. Nous donnons ici la parole à celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain. Bonjour, mon nom est Sylvain Grisot, je suis urbaniste et fondateur de Dixit.net. Alors, je suis particulièrement heureux d'échanger aujourd'hui avec Noémie Aubron et David Habitant. Alors, Noémie, tu es directrice générale chez 15 Marches, c'est bien ça? C'est ça, oui. Voilà, mais aussi auteur de la newsletter La Mutante, qui pense les futurs à travers la fiction, avec les guillemets. David, tu es rédacteur en chef chez Thema.archi. Je ne sais pas comment tu dis, Thema.archi. C'est exactement comme ça, Thema.archi, c'est très bien. Voilà, c'est un magazine web qui parle d'architecture, voilà. Qui parle d'architecture et de ville. Et puis tout l'été, on retrouve ton émission Les choses de la ville sur France Inter. Mais on mettra bien entendu tous les liens dans les commentaires de l'émission. Alors tous les deux, vous utilisez le récit et la fiction pour parler, alors soit du présent, soit du futur, ça dépend. Noémie, tu utilises notamment la fiction pour parler du futur à la fois dans tes activités de conseil et ta newsletter. Et puis David, tu es donc journaliste et la mise en récit, on en parlait hier, fait aussi partie de ta pratique pour parler du présent. Alors, moi, la mienne de pratique est beaucoup plus limitée. J'ai commis quelques textes sur Dixit.net et puis j'ai eu le besoin d'utiliser les imaginaires pour faire passer quelques idées un peu compliquées dans mon bouquin Manifeste pour un urbanisme circulaire. Mais en tout cas, cette toute petite pratique m'a persuadé d'une chose, c'est qu'entre mise en récit, fiction, futur et imaginaire, il y a des clés pour faire passer des idées et amorcer des changements de pratique. Et cela n'a jamais été aussi important. Alors, partons d'une petite expérience commune, pour nous un peu grosse quand même. En fin 2020, Dixit.net a lancé un appel à récit positif, on a appelé ça, avec un parti pris. Donc, c'était parler du futur, mais aussi d'un futur qui donne envie, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, l'intro, c'était ça. Certains inventent le présent à coups de fake news, d'autres rêvent de leur petit effondrement perso. Nous, on aime imaginer collectivement des futurs qui donnent envie d'agir. Alors, on a eu une vingtaine de textes. C'était assez passionnant à lire, à analyser, à comprendre. On en a sélectionné 5 que vous pouvez lire sur Dixit.net avec un comité de lecture. J'aurais vraiment pas envie d'appeler comité de sélection, assez bigarré et assez passionnant, dont vous faisiez partie, Noémie et David. Alors, j'avais envie de partir de ça. C'est finalement notre expérience commune. On a vu à la fois la puissance, mais aussi les limites de ce que pouvait nous amener la fiction là-dessus pour penser nos futurs, et notamment des futurs qui donnent envie. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience qu'on a pu faire ensemble? Peut-être pour commencer, Noémie, si tu veux nous raconter comment tu as vécu ça. Ouais. Déjà, je trouve que c'est marrant parce que je pense qu'il y a autant de regards que de membres de ce comité. Alors effectivement, moi, avec mon prisme, j'ai trouvé ça absolument génial de voir qu'il y a des gens qui ont osé prendre la plume pour traduire des idées qu'ils avaient dans la tête, de les mettre ensemble dans une espèce de système qui doit du coup ressembler à un récit. Et en fait, moi, j'ai beaucoup en fait apprécié ce passage-là en fait, de quelque chose dans ma tête à quelque chose que je transmets. Et du coup, on avait beaucoup de discussions sur effectivement ce sujet de est-ce que tout le monde ou pas peut écrire ce genre de récit. Moi, je crois moi, ça m'a convaincue d'un truc, c'est que tout le monde a beaucoup d'idées. C'est pas toujours facile à mettre en lien. Mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de points de vue, d'idées, d'inspiration qui étaient à piocher dans toutes ce patchwork en fait de représentations du futur qui avaient chacune des formes très différentes, des points de vue, des idéologies. Et c'est peut-être du coup le deuxième point aussi que je retiens parce qu'on a eu cette discussion, c'est qu'en fait il y a dès qu'on veut donner envie, il y a une dimension politique en fait là-dedans, avec laquelle il faut être. Moi, je suis vachement à l'aise avec ça, mais je trouve qu'en fait dans ce cheminement, j'ai trouvé ça intéressant de revenir en fait à l'essence même de ce que c'est la politique, par le biais d'un récit, et du coup de vouloir donner envie par le biais d'une histoire de rejoindre sa vision de ce qu'on pense du futur. Oui, la politique comme projection, c'est-à-dire on se projette ensemble, on se donne une idée commune et puis après on parle de la façon de
la façon d'y accéder et pas que sur les petits pas ou les petits réglages du quotidien. Oui, en effet, c'est pas tout à fait la politique dont on parle au quotidien sur les ondes. Peut-être David, pour continuer ce partage-là, ce retour d'expérience, à la fois sur les textes, mais aussi, et c'était vraiment pour moi très important, les échanges qu'on a pu avoir, alors pas à 3, à beaucoup plus, avec les membres de ce comité. J'aime bien ce que je viens d'entendre de la part de Noémie parce que j'adhère complètement à ce qui a été dit. Alors d'abord sur la question de la diversité des points de vue, la diversité des formes et du grand nombre d'idées, c'était très foisonnant tout ça. Et en même temps, j'étais pas forcément surpris, mais en tout cas j'ai vraiment voulu faire attention à aussi tout le tronc commun qui se dégage de tout ça. Et bon, on va avoir peut-être l'occasion d'en discuter à l'occasion là de notre petit échange, mais c'est vrai que il y a souvent cette idée, bien sûr, à partir du moment où on parle d'un futur souhaitable, il y a toujours des thèmes qui reviennent. Et voilà, j'ai trouvé ça intéressant de se rendre compte de combien en fait ce futur nous parlait d'aujourd'hui, de nos envies d'aujourd'hui. Et d'ailleurs le regard qu'on en a aujourd'hui par rapport à il y a 6 mois quand on a lu les textes, il est déjà différent et ça aussi je trouve ça assez intéressant. Donc voilà, sur cette question de la diversité des points de vue qui est effectivement tout à fait vérifiée et même dans les 5 textes déjà dans les seuls 5 textes lauréats par rapport à voilà, cette diversité de points de vue, elle montre aussi une grande ça raconte aussi beaucoup de choses de notre époque d'aujourd'hui. Mais aussi le deuxième point, et là encore, pour compléter ce que dit à l'instant Noémie sur voilà cette volonté de donner envie qui amène forcément un texte un petit peu politique, évidemment. Mais je compléterais, et je serais curieux de savoir si tu as eu cette vision aussi, Noémie, mais il y a eu également quelque chose d'assez naïf en fait, et cette volonté de donner envie, forcément, on tombe dans, c'est pas forcément des travers, mais en tout cas, on tombe dans une certaine naïveté, une certaine, comment dire, voilà, c'est très joyeux, très simple, mais assez naïf d'une certaine manière, et ça m'intéressait aussi. Voilà, on va avoir, je pense, l'occasion de raconter tout ça. Est-ce que, Noémie, justement, est-ce que toi qui fréquentes les futurs, non, mais c'est un exercice périlleux. Et là, on avait donné, alors très honnêtement, sans réaliser ce qu'on faisait, parce que comme toutes les grandes décisions et les grandes orientations stratégiques chez Dixit.net, c'est globalement une idée que j'ai eue sur le vélo et puis validée par Frédéric, donc on y allait. Donc c'est pas extrêmement bien pensé, mais mettre finalement dans le même objectif. Donner à tout le monde, à chacun, d'écrire à la fois sur le futur et en plus de faire un futur positif, c'est quelque part faire la somme de 2 choses très compliquées qui peuvent en effet amener à ces formes de naïveté, parfois des postures qui sont des postures politiques qu'on peut lire à l'envers, qui peuvent faire peur. On a eu des choses comme ça, certains textes bienveillants, mais qui pour autant finalement nous proposaient des choses dont on voyait déjà les dérives amorcées. Pourquoi est-ce que c'est si difficile, non seulement d'écrire le futur ou d'imaginer un futur sans naïveté, mais en plus c'est si difficile d'écrire un futur positif? Je te rejoins. Alors déjà, je trouve que c'est difficile parce que le mot positif, c'est un mot qui est peut-être un peu vide aussi parce que du coup c'est très normatif, c'est lié à des valeurs. C'est plus c'est une sorte d'intention plus qu'une direction, et donc du coup je trouve que tu vois, avec le recul, je me dis on n'a peut-être pas choisi le bon mot ou le bon véhicule. En tout cas, moi, on va dire, c'est un espace d'écriture que je situe, qui se construit plus en négation de l'utopie et de la dystopie. C'est pas l'utopie, c'est pas la dystopie. Et je me souviens, on avait la discussion, je te disais, moi, je trouve que écrire de la dystopie, c'est très facile. Écrire de l'utopie, c'est un peu plus difficile, mais pas forcément. En fait, pour moi, il y a ce champ qui est au milieu, qui est le champ qui est le plus compliqué, mais qui est en même temps le plus intéressant et le plus porteur en fait d'action. C'est celui qui peut ressembler, qui est crédible, qui est probable, et qui porte du coup, pour moi qui pose des questions, tu vois. Et du coup derrière ce mot positif, moi je mets ça, tu vois, c'est cet espace où en fait
on se dit peut-être que j'aimerais bien y aller, mais j'ai des questions, ça me met des doutes sur est-ce que c'est ça qu'il faut faire ou pas. Et du coup, je trouve que c'est difficile parce qu'en fait, il faut que ce soit crédible. Il y a aussi une dimension qu'on n'a pas vue, je crois, dans les récits et qui est pas forcément évidente à construire, que je crois, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Et souvent, en fait, même si tu arrives à une situation qui a l'air désirable, il y a tout un champ de conflit avant, qui, je crois, est nécessaire aussi de décrire pour dire qu'en fait, effectivement, malgré tout, il y a une sorte d'équilibre qui se recrée, mais suite à un certain nombre d'affrontements, de conflits, de camps, de tensions. Et tout ça, en fait, on l'occulte en se disant peut-être que ça c'est pas dans le champ de ce qui donne envie, alors qu'en fait, c'est bien la résolution d'un problème qui a amené à une situation qui donne envie. Et donc, du coup, tout ce cheminement-là, pour moi, c'est là où, en fait, devrait se concentrer, en fait, le cœur de l'écriture, c'est quel problème on a voulu résoudre, quelles oppositions on a eues au sein de cette société future possible, et du coup, quelle est la meilleure solution, la solution optimale qu'on a trouvée collectivement, mais du coup avec des compromis, voilà. Et du coup, moi c'est comme ça que je définirais le sujet. Et tu vois, moi quand je le dis, même en le disant là, je me dis c'est vachement compliqué quoi. C'est parce que c'est recréer un nouveau système qui reprend toutes les dynamiques qu'on a aujourd'hui dans notre société, la complexité de notre société, essayer de le reprojeter. Oui, c'est peut-être moins. Pardon, vas-y. Pardon, excuse-moi. Non, mais et puis aussi, il faut pas avoir peur d'être désuet, quoi. C'est toujours compliqué. Toujours dans cette idée, bien sûr, que le futur, raconter le futur, c'est parler beaucoup du moment où on l'écrit, ce futur. Il y a tellement de choses qui sont directement liées à un moment donné et qui peuvent être désuets quelques jours, quelques semaines, quelques mois après. Alors, c'était d'autant plus vrai. Alors, pas forcément dans le cadre de ces nouvelles-là que Dixit a sélectionné, mais plus largement tous les textes qu'on a entendus sur la pandémie, sur le monde d'après, et qui pouvaient être tout à fait anachroniques, passer le déconfinement. Cette idée de écrire des récits sur un futur positif, si on l'avait écrit il y a quelques années, peut-être qu'on aurait parlé des voitures à diesel comme d'une invention formidable, et on le regarderait aujourd'hui avec un peu de recul, je pense. Mais c'est important, c'est finalement pas ce qu'on met comme idée, finalement comme objectif ou comme futur final qui est le plus important, mais le chemin, le cheminement. Alors ça demandait sans doute plus que quelques milliers de caractères pour raconter comment on arrive à ce futur, mais oui, au-delà de l'objectif, c'est quel cheminement nous permet d'avancer. Et c'est là où on retrouve un des éléments de discussion qu'on a pu avoir dans le cadre de ces échanges dans le jury. C'est à la fois parler des qualités ou des défauts d'ailleurs littéraires de ces textes, parce que ça reste une fiction, ça reste un objet littéraire aussi. Et là-dessus, on l'a vu, on avait des attentes, moins que des avis, mais des attentes divergentes selon les membres du jury, et de façon vraiment très intéressante et pour moi très fructueuse. C'est qu'est-ce qu'on attend de ça, alors avec parfois des idées intéressantes, mais aussi un certain nombre de récits qui finalement donnaient envie. Au-delà de l'objectif final, il y avait une façon de le raconter. C'est là où on retrouve quelque part cette fiction comme moteur à transition. C'était un peu mon titre pour notre échange. C'est en quoi est-ce que c'est un levier qui permet de transformer les choses. Donc, il y a plein d'outils, plein d'aspects donc de ces récits. On l'a vu, une fenêtre sur le présent, des projections politiques, etc. Mais ça peut être aussi un outil. Et on a pas mal échangé sur ces questions-là, et je voudrais qu'on s'arrête là-dessus, parce qu'évidemment, moi, c'est un peu ma question fondamentale, c'est en quoi on parle de rationnel, on donne des arguments, on passe du temps à expliquer, etc., etc. Mais à un moment, le récit ou la projection dans le futur ou la fiction, je sais pas, est aussi une des clés dans une boîte à outils qui est pas si chargée que ça et qui permet d'accompagner des grands virages dans la société dans laquelle on est. Peut-être Noémie là-dessus. Alors, on s'est rencontrés via justement ces récits de futur, mais aussi pas que des récits de futur. J'ai envie de dire pour se faire plaisir ou pour amuser, mais vraiment avec des fins très très opérationnelles, puisque pour toi c'est un outil de ton activité de conseil notamment. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça et pourquoi? Ouais, alors je vais répondre avec beaucoup d'humilité parce que c'est toujours en apprentissage constant là-dessus. Je crois que
enfin voilà, je le pose là parce que voilà, il y a peut-être aussi dans le public des gens qui auront peut-être des points de vue différents et ça peut être hyper intéressant de poursuivre la discussion. Donc effectivement, alors moi j'utilise beaucoup je suis directrice générale de 15 Marches, on fait du conseil en innovation. Et donc, notre objectif, c'est globalement d'aider les gens à impulser le changement et de définir la direction de ce changement. Ce qui est compliqué, je pense, partout et encore plus depuis mars dernier, c'est que, en fait, maintenant, il faut décider en situation d'incertitude. Et que peut-être que la décision la plus facile, c'est de ne rien faire. Or, je crois, alors c'est peut-être une conviction peut-être qui est pas partagée, mais je crois que aujourd'hui, lutter contre le statu quo, c'est vraiment ce qui, enfin moi en tout cas, qui me motive. Je crois pas que ce soit la solution de conserver le monde tel qu'il est. Donc moi, j'ai envie d'aider les gens à bouger, à comprendre. Et donc plutôt que de rester dans la solution qui consisterait à dire c'est trop compliqué de décider, donc je ne fais rien. Moi, j'ai plutôt envie d'ouvrir des champs possibles, d'ouvrir des manières d'ouvrir. Des manières d'ouvrir sur des certitudes ou des doutes, ou en tout cas de poser des questions et d'aider à tangibiliser ou à donner chair sur des grandes directions qui sont possibles. Donc, moi, c'est un peu mon cheminement par rapport au récit. J'ai trouvé dans le récit qu'il y avait quelque chose d'intéressant parce qu'à la fois, ça permet de parler à l'autre partie du cerveau qui est plus émotionnelle, qui est moins je parle pas de PowerPoint, je fais pas des matrices de consultants, j'évoque quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire, que chacun peut interpréter un peu à sa manière et sur lequel chacun peut réagir aussi sans forcément être dans de la science ou voilà, on a tous le droit d'avoir un avis par rapport à un récit, ça pour moi c'est hyper important. Et puis du coup la dimension narrative, elle aide aussi, enfin pour moi c'est une manière aussi de toujours remettre les gens au cœur des dynamiques de changement. C'est que on a toujours un personnage qui va faire des choses qui sont moi j'essaie de toujours lui faire des choses que moi je pourrais faire, qui sont pas complètement tu vois, pour moi en fait tout peut changer autour de toi, la nature humaine elle va rester un petit peu la même quoi. On va avoir les mêmes besoins fondamentaux de sociabiliser, de se protéger, de se sentir en sécurité, et donc en fait c'est ça, le récit pour moi c'est une manière de retransmettre aussi ça, cette évolution du monde autour de nous en tant qu'être humain. Et de dire regardez regardez comment les choses pourraient évoluer autour de nous et finalement qu'est-ce qui bougerait, qu'est-ce qui ne bougerait pas. Pour moi ça permet vraiment d'amener la discussion sur un autre niveau qui permet du coup de sortir un petit peu des impératifs opérationnels qu'on a tous au quotidien, mais de se dire si finalement on se projetait dans ce futur-là, qu'est-ce que ça voudrait dire? Est-ce que c'est là où on a envie d'aller? Est-ce que ça nous paraît probable? Et finalement se poser aussi un peu les questions par l'inverse, de dire est-ce que c'est vers ça qu'on doit œuvrer ou pas. Et donc pour moi c'est vraiment et il y a un autre point pour moi que je trouve hyper intéressant, c'est que c'est un média qui permet de parler à tout le monde. Et pour moi c'est quelque chose aussi que je fais beaucoup dans mes accompagnements, c'est qu'en fait ça permet de rendre des études prospectives hyper accessibles. Et du coup d'en discuter à tous les échelons de l'entreprise, peu importe sa capacité à comprendre les disruptions technologiques, numériques, etc. Là, c'est incarné au sein d'un récit où finalement c'est ta vie quotidienne, toi, en tant qu'individu. Et donc pour moi, j'appuie un peu sur ces différentes touches pour essayer d'impulser le changement en donnant en fait des visions de ce que ça peut être. Voilà. Soit en retrait et rejet, tu vois, c'est pas forcément je cherche pas l'adhésion, je cherche la réaction pour essayer de construire à côté. Je sais pas si c'est clair. Ça fait beaucoup de choses, non, mais qui peuvent prendre, je suppose, beaucoup de formes assez différentes, mais à un moment, donc parler aux deux, ce que je comprends, c'est que parler aux deux parties du cerveau, c'est à la fois donner des éléments rationnels, des machins et des trucs, tout ce qui tient très bien sur un PowerPoint, une pensée linéaire, hiérarchisée, etc., mais aussi lui donner forme de récit, non pas pour asséner une vérité, mais plutôt pour générer une réaction. Et peut-être qu'à un moment, à partir du moment où on réagit, et en effet, les récits libèrent les avis. On peut avoir un avis, ça je pense c'est hyper intéressant. Finalement, on est déjà dans la transformation, hein, parce que réagir, même réagir contre, c'est finalement être déjà dans le mouvement, et il y a un mouvement qui s'amorce là-dessus. Alors,
tu travailles à des échelles d'organisation. On pense aussi, et si on est autour de la table, c'est que oui, il y a des enjeux un peu plus larges là-dessus. Peut-être, David, pour te faire réagir peut-être sur ces outils-là qui sortent de ton champ, mais aussi tu me le disais quand on préparait cet échange, alors que tu travailles sur du présent, sur du rationnel, etc., finalement, et justement, l'objectivité du journaliste est au cœur de tout ça. De façon permanente, il y a cette question de la mise en récit pour simplement qu'on écoute, qu'on soit présent et qu'on comprenne. Oui, c'est ça. Alors, je suis acteur de ça, donc je ne serai pas forcément le meilleur pour analyser l'idée, mais disons que je pense que c'est peut-être un petit peu différent dans le sens où la mise en récit que j'exerce en tant que journaliste, elle est peut-être plus de l'ordre de ce qu'on appelle, je crois, l'hyper-réalité, c'est-à-dire recréer une scène fictive pour mieux comprendre la réalité. Si je dois donner un exemple très très simple, c'est quand on fait un reportage, je vais à un moment, enfin on voit ça dans n'importe quel journal de 13 heures sur TF1, je rentre dans un bâtiment, et il y a une caméra qui m'attend à l'intérieur du bâtiment. Et pourtant, non, évidemment que cette caméra n'était pas là en se disant, enfin, on se doute bien qu'il y a toute une préparation, tout un montage, et pourtant c'est nécessaire pour bien comprendre que je rentre dans le bâtiment. Parce que si mon entrée dans le bâtiment, elle devait être filmée en temps réel au moment où vraiment je rencontrais la personne à l'intérieur, on comprendrait même plus ce qui se passe, quoi. Donc c'est, je pense autre chose, c'est pour là il s'agit de, enfin voilà, c'est plus pour donner un contexte qui amène à mieux comprendre la réalité. On est moins dans ce que disait à l'instant Noémie du lien entre les deux hémisphères qui me semble assez intéressant. Et peut-être justement sur ce point-là, et pour réagir là-dessus, et tu disais à l'instant, Sylvain, les récits, en écho à ce que disait Noémie, tu disais que les récits libèrent les avis. C'est valable, bien sûr, pour celui qui lit, et ça s'est vu dans le cadre de nos discussions à la réception de ces textes, et qui je pense étaient assez intéressants. En tout cas, j'ai pris grand plaisir à ce moment-là à participer à ces échanges-là et à les entendre. J'ai pris peut-être autant de plaisir qu'à lire les récits en eux-mêmes. Mais les récits libèrent les avis, c'est valable évidemment pour celui qui écrit aussi. Il y a quelque chose de très décomplexant en fait à écrire dans la fiction. Qui plus est dans le futur. En fait, plus on s'éloigne de notre réalité, plus on peut être aussi, on enlève un petit peu le surmoi et on va vraiment vers ce qu'on a envie de montrer, ce qu'on a envie de défendre, je crois. Alors, c'est intéressant, puis ça fait, alors non pas ma transition, mais finalement la question de la projection, parce qu'au-delà de parler du futur souhaitable, alors on a eu la proposition de futur désirable, je pense que ça sonne assez bien, ou futur optimiste, etc. Il y a cette question aussi, pour nous, un peu tangible, si tous autour de la table, on est à peu près d'accord sur le fait que le statu quo n'est pas souhaitable, au-delà du fait qu'il soit possible ou pas. Comment est-ce qu'on mobilise ces outils-là aussi, et pas que les outils de la rationalité, pas que les rapports du GIEC, pour finalement faire pencher la balance et faire changer les pratiques. Alors, on essaie un peu tous à notre niveau, mais voilà, si quelque part on admet dans le pays de Descartes, dans une ambiance bien rationnelle, qu'on ne parle pas qu'à des hommes rationnels et économiques, hein, et qu'on a une grande diversité de femmes et d'hommes partout, et qu'il faut qu'on parle à ces deux lobes du cerveau. Comment on fait? Comment est-ce qu'on saisit ça à la fois comme acteur de la transition? Comment est-ce qu'il faut démocratiser pour le coup l'usage de la fiction, l'usage des récits? Est-ce qu'il faut quelque part ouvrir le droit d'écrire des futurs à d'autres que les politiques et les prospectivistes? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment est-ce qu'on essaie de le mobiliser dans notre vie quotidienne, dans notre action personnelle, dans notre action professionnelle, etc., etc. Je vous jette ça et puis. Peut-être parce que je ne saurais pas exactement répondre à cette question, je veux bien me lancer comme ça. Je fais un tout petit biais pour évoquer. Et tu jettes la patate à Noémie. Bravo. Non, mais c'est juste une limite de ça avant de pouvoir y répondre. Et je pense que Noémie, dont c'est le cœur de l'activité, saura bien mieux répondre que moi. Mais peut-être la limite, commençons par une limite, une fois n'est pas coutume, la limite aussi de ces récits, on se pose tout de même la question de savoir de quelle manière ils racontent une volonté profonde de l'auteur, de quelle manière ils arrivent vraiment à transmettre une idée, ou alors de quelle manière est-ce qu'ils ne sont parfois que la caisse de résonance de ce qu'on entend autour de nous. Et c'est une question que je me suis posée
très sincèrement, hein, sans aucunement en avoir la réponse, mais que je me suis posé très sincèrement à la lecture de ces textes-là, qui arrivaient à un moment l'an dernier où on avait entendu aussi beaucoup de contenus conçus, réfléchis à partir du confinement dans différentes formes, et on avait tout un tas de thèmes qui revenaient, et j'en prends un au hasard, et pardon pour la digression, mais voilà, c'est pour bien illustrer la place de la nature qui est omniprésente dans le cadre des récits des 5 textes dont on parle à l'instant. On la retrouvait vraiment partout dans tous les textes qui ont suivi le confinement, et je me demande de quelle manière c'est une volonté profonde de chacun. Moi, j'ai l'impression que c'est la mienne. En tout cas, j'ai l'impression que j'ai une très, très grande envie de nature qui a été encore plus forte depuis un an. Mais de quelle manière je suis pas, en disant ça, juste en train de relayer une parole générale que j'entends autour de moi. Donc voilà, ça c'était pour la limite de ces textes-là, mais je pense que Noémie saura mieux répondre que moi sur l'enjeu et l'intérêt de ces récits-là. Du coup, moi peut-être si je découpe un peu la question, moi je peux parler de moi, ce que ça m'apporte en tant qu'individu et le fait de le faire. Alors moi c'est un exercice que j'adore faire parce que du coup c'est vraiment la manière dont mon cerveau fonctionne. Donc j'aime bien partir sur des signaux faibles, aller chercher toutes les choses bizarres, étranges, connecter les points et raconter une histoire. C'est vraiment un processus en fait de digestion de ce qui est en train de se passer que je trouve hyper riche, hyper enrichissant, et qui me questionne moi-même sur mes propres certitudes, mon propre prisme, ma propre manière de voir les choses. Donc à chaque fois en fait que j'écris moi par exemple une newsletter, je me pose ça me soulève des questions que j'avais pas vues avant de tirer le fil du récit, et parce que j'essaie toujours de me dire qu'est-ce qui va se passer après. C'est quoi la conséquence en fait de ce signal faible? Qu'est-ce qui pourrait naître après? Et donc du coup, moi à titre personnel, c'est une espèce de gymnastique que je trouve hyper importante, en fait presque comme une partie d'un processus de décision en fait sur ce que je dois faire moi-même, tu vois, en tant qu'individu. C'est une manière de se projeter, de dire voilà ce qui pourrait se passer, comment j'ai envie de me positionner par rapport à ça. Donc ça c'est vraiment sur moi toute seule devant mon clavier. Sur la partie du coup quand j'importe ça dans des entreprises, donc avec plus ma casquette consultante, moi ce que je trouve vraiment hyper intéressant en fait, c'est peut-être plus que la partie de donner le crayon, c'est de la partie qu'est-ce que vous en pensez, où en fait là on est dans l'écoute des avis, on est dans la compréhension en fait des échelles de valeurs, des envies, des aspirations, des choses qu'on questionne jamais, et on est en fait dans la création d'une conversation au sein d'une organisation sur qu'est-ce qu'on veut pour demain, ce qui devrait être à mon sens quand même un sujet de discussion assez majeur au sein d'équipes, surtout dans le contexte actuel. Donc, pour moi, cette recherche... Il y a un comité de direction pour ça. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, moi, l'action, pour moi, elle porte en fait sur la recherche de consensus-dissensus. Et c'est un petit peu ce que tu évoquais, David, sur ce tronc commun de la nature, finalement. Alors après, il est toujours biaisé, ou c'est toujours sujet à interprétation. Mais moi, je suis vachement attentive en fait à ce qui rassemble et ce qui divise au sein de l'organisation par rapport à des futurs possibles, et de se dire que on a dans ces deux zones-là des leviers de changement qui sont du coup soit sur là où les gens veulent aller, soit ce que les gens ne croient pas et qui les repousse, et du coup qu'est-ce qu'on peut construire autour de ça. Et puis après sur du coup le fait de se dire est-ce que ça peut être un outil transmissible au plus grand nombre. On s'est beaucoup questionné pendant le comité sur l'impact de la qualité littéraire des récits dans le message que ça porte. Est-ce que finalement, si on n'a pas la plume, mais qu'on a les idées, est-ce que pour autant on arrive à transmettre quelque chose? Moi, ma réponse là-dessus, mais mon sentiment, c'est plutôt de se dire qu'en fait, justement aussi, il y a peut-être aussi d'autres approches narratives à imaginer. Moi, j'aime bien ce que fait François Oust. J'ai peur d'écorcher son prénom, et sur les tweets. Voilà, le futur en un tweet en 140 caractères. C'est un exercice qui est aussi compliqué, mais je pense qu'il y a plein d'autres manières en fait de manier les mots ou les visuels, ou finalement. C'est quoi
Excuse-moi de te couper, Onomi, je ne connais pas c'est un compte idée. Twitter Microdystopie, ça s'appelle, et où en fait du coup, donc c'est François Houst qui écrit dans le format Twitter à chaque fois une petite dystopie technologique. Donc il a son parti pris qui est du coup d'écrire qu'est-ce qui pourrait mal se passer avec la technologie finalement. Et donc là, on est vraiment dans ça t'emmène dans un monde possible en très très peu de mots. On n'est pas, tu vois, il y a pas forcément besoin de maîtriser une structure, une intensité narrative, une dynamique. Tu essaies en une dizaine de mots de transmettre une idée. Et je trouve, il y a peut-être aussi des manières de donner l'outil qui correspondent peut-être plus à cette volonté de transmettre une idée plutôt que d'embarquer dans une aventure littéraire. Alors, on a un parallèle avec le travail qu'avait fait Blue Nove sur les Bright Mirror. On a eu l'occasion, nous, d'en animer un certain nombre avec différents publics, mais il y a cette idée de faire écrire par des gens normaux, c'est-à-dire des gens qui n'écrivent pas de la science-fiction au quotidien, comme certains, de faire écrire en groupe une petite nouvelle. Et c'est des modes d'animation qui sont extrêmement rythmés, etc., où il y a énormément de limites, mais in fine, on a des groupes qui arrivent à écrire des choses déjà qui se montrent et qui comprennent qu'ils peuvent écrire, qu'ils peuvent prendre le crayon, qu'ils peuvent le faire en plus collectivement, qu'ils peuvent le montrer à d'autres et le faire lire. Et après, il y a un des intérêts aussi dont tu parlais, David, c'est que quelque part, c'est aussi une fenêtre sur le présent. Tout ça, tous ces imaginaires collectés au même moment, c'est à un moment non pas représentatif, mais en tout cas, ça nous donne un point de vue sur le présent d'aujourd'hui. Alors, peut-être pour avancer sur ces points-là, on voit bien qu'on a aussi des outils, des méthodes et donc de l'apprentissage. Aujourd'hui, il y a très peu d'endroits où on apprend à utiliser ces outils-là, où justement on intègre le fait qu'à un moment, parler à une équipe, parler à un groupe, c'est aussi travailler les imaginaires, c'est aussi utiliser les récits pour avancer. Donc, ça doit faire sans doute partie d'une façon ou d'une autre de la caisse à outils, pas que du cadre sup de grandes entreprises au CAC 40, mais globalement du citoyen de demain. En tout cas, si on veut qu'il y ait un demain souhaitable ou désirable comme c'était proposé. Comment on fait pour ça ? Ta question, est-ce que c'est pour que ça se diffuse dans les processus de décision En tout cas, comment est-ce qu'on mobilise la puissance de ces outils ? Parce que, en tout cas, moi, plus ça va, plus je comprends l'importance que ça peut avoir sans les maîtriser, et sans avoir la prétention de les maîtriser. Mais comment est-ce que, quelque part, on les diffuse, en tout cas, au service du bon côté ? Pardon, juste David, je suis moins acteur de ces choses-là, mais pour le coup, en observateur et pour loin de mes fonctions, presque uniquement en tant que citoyen, je crois que on commence à voir un petit peu. Alors, j'habite à Paris, je suis impliqué dans quelques questions de conseil de quartier, etc. Et j'entends de plus en plus des outils de type fresque, collaboratif, ce genre de choses-là qui sont mobilisés, qui me semblent hyper intéressants, effectivement, pour exactement tout ce qu'on disait jusque-là. Après, sans aller jusque-là, on est dans des outils a priori nouveaux, je crois, dont j'avais pas connaissance en tout cas précédemment. Mais finalement, l'essence de tout ça, est-ce que c'est pas déjà juste de discuter à la machine à café de la dernière série en vogue? Vous parliez à l'instant de Black Mirror. Ça a quand même, je dis ça, je pense que j'ai regardé 2 épisodes de Black Mirror dans toute ma vie, mais ça a suffi à nourrir plus que 2 conversations pour ce qui me concerne. Donc, ils sont intéressants, tous ces outils à mobiliser. Je pense qu'ils sont infinis et je pense qu'on doit vraiment s'en saisir. Mais finalement, peut-être qu'on n'a pas à inventer des choses trop complexes et peut-être que déjà, ce qu'on dit là, ce que cette discussion me met en tête, c'est vraiment l'importance de la fiction au sens très très large, et même lorsqu'elle n'est pas écrite par nous-mêmes, et même lorsqu'elle n'est pas dans une thématique particulière, le moindre film, le moindre livre, la moindre série qu'on regarde nous amène aussi à réfléchir à la manière dont on veut se positionner dans le monde autour de nous, etc.
Ouais, je te rejoins et enfin je puise énormément d'inspiration dans tout ce que je lis, et je lis presque pas de science-fiction. Donc je trouve que tout ce qu'on a autour de nous, on a énormément de choses à piocher. Après, tu vois, moi, il y a un truc que j'adorerais faire et pour lequel j'ai pas encore passé le cap, et pourtant ma fille me le demande. Mais c'est comment est-ce qu'on l'amène aussi à l'école, comment est-ce qu'on amène ces discussions de comment est-ce qu'on imagine le futur quand on a 6 ans. Et je trouve que ce serait vraiment des choses hyper sympas et en même temps hyper importantes à faire. Moi, j'ai eu une petite confrontation avec ça en testant les Bright Mirror, donc cette idée de faire des futurs positifs en groupe dans un milieu universitaire, donc à la fac tout simplement, et de façon assez répétée là-dessus. Et c'est un grand choc en fait pour les étudiants, puisque finalement on leur demande jamais d'écrire des fictions. Encore moins de le faire en groupe et finalement si peu de travailler sur les imaginaires. Au contraire, il y a une forme d'opposition drastique entre d'un côté un écrit scientifique, la rationalité scientifique, etc. et finalement ce qu'ils vivent et ce qu'ils fréquentent donc au quotidien, que ce soit les séries, des films, des romans, etc., etc. Donc je pense qu'on fera pas le tour du sujet aujourd'hui. En tout cas, moi je retiens quand même beaucoup de points sur lesquels cette question de la mise en récit peut être plus qu'utile. Peut-être pour prolonger ce début de réflexion, restons-en là, et puis on n'a pas eu la prétention d'avoir les clés et les réponses définitives. Est-ce que vous avez quelques pistes de lecture de films ou autres pour avancer sur ces thèmes? Mais moi, quand tu m'as posé la question, du coup, dans le prisme récit futur positif, on va dire, pour moi, l'ouvrage de référence sur le sujet, et j'en connais pas beaucoup d'autres, c'est Ecotopia. Donc, voilà, je trouve que c'est une bonne entrée en matière pour comprendre les atouts, les inconvénients, tout en passant un très bon moment. Et du coup, par rapport à la discussion aussi qu'on avait des futurs qui dataient, je trouve que c'est hyper important, c'est hyper intéressant de le lire maintenant, alors que c'est un bouquin qui a été écrit dans les années 70, qui parle du coup d'une société écologique et qui est du coup vraiment en autarcie vis-à-vis du reste du monde, et qui a développé vraiment une manière de vivre beaucoup plus en lien avec la nature, beaucoup plus respectueuse, beaucoup plus sobre aussi, qui fait beaucoup écho, je pense, à certains termes du débat actuel. Et de le lire dans les yeux d'un écrivain des années 70, je trouve que c'est vraiment passionnant comme machine aussi à voyager dans le temps. De mon côté, j'ai pensé à une exposition. D'ailleurs, je regardais si j'avais pas le catalogue derrière moi, mais non, c'est pas le cas. Alors, je vais juste vous la citer. C'est Histoire naturelle de l'architecture, une exposition dont le commissaire est l'architecte Philippe Ram, qui est présentée en ce moment au pavillon de l'Arsenal à Paris. Je crois que c'est jusqu'à mi-septembre, si je dis pas de bêtises, mi-septembre 2021. Et on est vraiment dans la mise en récit, c'est-à-dire que Philippe Ram nous propose toute une histoire de l'architecture à partir d'un biais, d'un regard, d'un point de vue qui est la question de combien les milieux naturels ont influencé l'architecture. Alors, je dis, c'est vraiment une mise en récit, et en même temps, justement, Philippe Ram, tout son propos, c'est de dire que non, c'est une évidence, c'est certainement pas une mise en récit, mais à la rigueur, peu importe comment on le regarde, et après tout, il y a tellement de manières de regarder l'architecture de regarder l'histoire d'architecture ou de n'importe quel domaine que je pense qu'on peut dire qu'on parle d'une mise en récit, et celle-ci me semble vraiment pertinente. Voilà, ça raconte combien ça part de nos propres besoins d'être humain, d'être au chaud, de bien manger, d'être en société, et tout ça commence à influencer nos manières de vivre depuis des millénaires jusqu'à aujourd'hui, très récemment, et même un petit peu demain aussi. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, on ne manquera pas de mettre toutes ces références dans les commentaires de l'émission. On ne manquera pas non plus de rappeler le lien vers la newsletter de Noémie, newsletter du jeudi, La Mutante, et puis l'émission de David qui peut s'écouter en direct sur France Inter, mais aussi assez élégamment en podcast, au-delà simplement de la saison d'été. Merci beaucoup à vous et à très bientôt.
Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter sur dixit.net/newsletter et à bientôt pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain.